Nous sommes le 29 avril 1945, boulevard Raspail, Paris. Devant le numéro 45, un palace art déco aux 233 chambres qui a coûté 8 millions de francs or se dresse immobile sous un ciel gris de printemps. Mais ce matin-là, ce ne sont pas des malles de cuir et des chapeaux à plumes qui franchissent les portes tournantes. Ce sont 800 fantômes vivants qui descendent des camions militaires. Des corps de 30 kilos, des yeux vides, des numéros tatoués sur l'avant-bras. L'hôtel Lutetia, temple du luxe parisien depuis 1910, vient de devenir le centre de rapatriement des déportés revenus des camps de la mort. Dans les jours qui suivent, 300 à 500 personnes arrivent chaque jour avant même que l'Allemagne ne capitule le 8 mai. Les lustres de cristal qui ont éclairé les balles des années folles illuminent désormais des listes de disparus affichées sur les murs lambrissés. Les baignoires de cuivre qui ont accueilli les corps parfumés de la haute société servent maintenant à laver des chairs décharnées qui portent les traces de l'indicible. Comment un palace construit pour célébrer la belle époque est-il devenu le symbole de la Shoah? S'agit-il d'un hôtel ou d'un mausolée, d'un refuge pour les survivants ou du théâtre permanent de l'absence où chaque nom qui n'apparaît pas sur les listes tue un peu plus ceux qui attendent? Peut-on transformer un lieu de plaisir en sanctuaire de la douleur sans que les murs eux-mêmes ne portent à jamais cette mémoire? Si cette histoire vous touche, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à exhumer ces mémoires enfouies. Votre soutien rend ces enquêtes possibles et permet aux pierres de témoigner. Pour comprendre comment l'hôtel Lutetia est devenu le théâtre de cette tragédie, il faut d'abord remonter à sa naissance dans un Paris qui ne connaissait pas encore la guerre, un Paris où le luxe n'était pas une insulte mais une religion. Nous sommes au début du XXe siècle dans cette période bénie qu'on appellera plus tard la Belle Époque. C'est l'ère de l'exposition universelle de Mills, des premières automobiles de l'électricité qui illuminent les boulevards. Paris se transforme à une vitesse vertigineuse. Sur la rive gauche, longtemps considérée comme le territoire des étudiants bohèmes et des libraires poussiéreux, une révolution silencieuse s'opère. Les grands magasins, ces cathédrales du commerce moderne, commencent à attirer une nouvelle clientèle, la bourgeoisie enrichie par l'industrie et la finance. C'est dans ce contexte que naît l'idée de l'hôtel Lutetia. Les propriétaires ne sont pas des aristocrates au sang bleu, mais les héritiers boussicauts, la famille qui a bâti l'empire du bon marché, le premier grand magasin au monde. Voilà l'incarnation parfaite de ce qu'on appelle l'argent nouveau, une fortune colossale mais sans titre de noblesse, sans château ancestral, sans les codes de l'ancienne aristocratie du faubourg Saint-Germain. Pour ces parvenus du commerce, un hôtel de luxe n'est pas seulement une question de profit. C'est une arme de légitimation sociale. Ils veulent prouver que leur argent vaut celui des ducs et des marquis. Ils veulent un palace qui puisse rivaliser avec le Ritz de la place Vendôme ou le Meurice de la rue de Rivoli, ces bastions de l'élite traditionnelle. Mais ils le veulent sur la rive gauche, leur territoire, là où ils règnent déjà en maîtres du commerce. En 1907, les travaux commencent. Les architectes choisis sont Louis-Hippolyte Boileau et Henri Tauzin, deux noms respectés, mais pas encore légendaires. Leur mission est claire. Construire le palace le plus moderne de Paris, celui qui incarnera le XXe siècle naissant. L'ambition est vertigineuse. 233 chambres réparties sur 7 étages, avec tout ce que la technologie peut offrir de plus avancé. 6 ascenseurs électriques, un luxe inouï à l'époque où la plupart des immeubles n'en ont qu'un seul hydraulique. Le chauffage central dans chaque pièce. Le téléphone dans les chambres. L'eau courante, chaude et froide. Ce ne sont pas de simples commodités, ce sont des symboles de puissance, la preuve que l'argent peut acheter le futur. Pendant 3 ans, de 1907 à 1910, 300 ouvriers s'activent sur le chantier. Les matériaux affluent de toute l'Europe, du marbre de Carrare pour les salles de bain, des ferronneries signées Majorelle, des vitraux de Lalique.
La façade à elle seule couvre 4000 mètres carrés de pierres sculptées. L'intérieur totalise 15 000 mètres carrés de surface habitable. Le coût final atteint 8 millions de francs or, une somme qui représente plusieurs années de revenus du bon marché. Lorsque l'hôtel ouvre ses portes en 1910, il provoque un choc esthétique. Ce n'est pas un pastiche de château Renaissance ni une copie du Grand Trianon. C'est de l'art nouveau matiné d'art déco naissant avec ses lignes courbes, ses motifs floraux stylisés, ses vitraux qui transforment la lumière en bijoux. Le hall d'entrée s'élève à 12 mètres de hauteur sous une verrière de 200 mètres carrés qui inonde l'espace d'une clarté presque surnaturelle. Les critiques de l'époque parlent d'un paquebot échoué sur le boulevard Raspail. Et ce n'est pas tout à fait un compliment. Pour l'aristocratie traditionnelle, Lutetia sent trop le neuf, trop l'argent frais. Mais peu importe. L'hôtel attire une clientèle différente, plus cosmopolite, plus moderne. C'est ici que viennent séjourner les artistes Matisse-Picasso qui apprécient la lumière des ateliers aménagés sous les toits. C'est ici que descendent les écrivains André Gide, James Joyce en exil. Les 233 chambres, dont 180 chambres standard 40 suites et 13 appartements, se remplissent chaque soir d'une faune bigarrée des industriels américains, des danseuses russes, des banquiers suisses, des aventuriers de passage. Le salon de thé de 150 mètres carrés devient le rendez-vous de la jeunesse dorée. La salle de bal de 300 mètres carrés accueille des fêtes mémorables comme ce bal surréaliste de 1924, qui réunit 800 invités costumés en créatures oniriques. Pour faire fonctionner cette machine à rêve, il faut une armée invisible, 120 employés permanents, dont 15 cuisiniers, 30 serveurs, 20 femmes de chambre. Ils vivent dans les sous-sols et les combles, ils montent et descendent par des escaliers de service, ils maintiennent l'illusion que le luxe est naturel, sans effort. Le restaurant gastronomique peut servir 200 couverts simultanément, les cuisines produisent en moyenne 500 repas par jour. Les tarifs sont à la hauteur. Hauteur de ce faste 50 francs par nuit pour une chambre standard, soit l'équivalent du salaire mensuel d'un ouvrier qualifié. Mais derrière cette splendeur, une question invisible hante déjà les lieux. Un conflit qui ne porte pas encore de nom. Le luxe peut-il résister à l'histoire? Un palace construit sur l'argent du commerce, symbole d'une époque insouciante, peut-il survivre aux bouleversements qui s'annoncent? En juin 1940, la réponse va arriver brutale et définitive. Ce ne sont plus des valises en cuir qui vont franchir les portes tournantes, mais des uniformes gris-vert. L'histoire, cet invité non désiré, s'apprête à s'installer dans les suites. Qui aurait pu imaginer que ces marbres polis pour refléter le sourire des mondains accueilleraient bientôt les interrogatoires de la Gestapo? Et que ces mêmes halls, vidés de leurs occupants allemands, en août 1944, deviendrait en avril 1945 le dernier espoir de milliers de familles cherchant leurs disparus. Avant de pénétrer dans l'intimité des murs, il faut comprendre pourquoi cet endroit précis, le 45 boulevard Raspail, a été choisi. Car dans l'immobilier parisien du début du XXe siècle, l'emplacement n'est jamais neutre. C'est un choix politique, une déclaration de guerre sociale. En 1907, lorsque les Boucicaut acquièrent le terrain, le 6e arrondissement est en pleine mutation. Pendant des siècles, la rive gauche a été le territoire des universités, des couvents, des imprimeurs. On y vivait modestement dans des immeubles anciens aux escaliers grinçants. Mais depuis les grands travaux d'Haussmann, dans les années 1860, le quartier change de visage. Le boulevard Raspail, percé en ligne droite comme un coup de sabre dans le tissu urbain médiéval, mesure 3-4 km de long et traverse tout le sud de Paris, du boulevard Saint-Germain jusqu'à la porte d'Orléans. C'est une artère moderne large de 30 mètres bordée d'arbres et de réverbères à gaz qui donne une élégance toute nouvelle au quartier. Le choix de ce boulevard n'est pas un hasard. Il se situe à 1-2 km du Bon Marché, le grand magasin de la famille Boucicaut, situé rue de Sèvres. C'est une distance parfaite, assez proche pour que les clients du magasin puissent facilement se rendre à l'hôtel, assez loin
pour que l'établissement garde son indépendance et son prestige. Les Boucicaut veulent créer un écosystème commercial et culturel, on fait ses achats au bon marché, on prend le thé au Lutetia, on dort dans ses suites. C'est une stratégie d'empire. Le terrain lui-même est un vaste quadrilatère de 2500 mètres carrés coincé entre le boulevard Raspail et la rue de Sèvres. Il faut raser plusieurs immeubles vétustes pour libérer l'espace nécessaire. Les architectes Boileau et Tauzin dessinent un bâtiment monumental 70 mètres de façade sur le boulevard 7 étages, qui s'élèvent à 27 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 9 étages moderne. C'est une masse imposante, presque écrasante dans un quartier où les bâtiments dépassent rarement 5 étages. Mais ce qui rend Lutetia unique, c'est son double visage. Sur le boulevard Raspail, l'hôtel affiche une façade somptueuse décorée de sculptures de balcons en fer forgé de beaux windows arrondis qui captent la lumière. C'est le visage public, celui qui doit impressionner les passants et attirer les clients. Mais sur la rue de Sèvres, à l'arrière, la façade est beaucoup plus sobre, presque utilitaire. C'est là que se trouvent les entrées de service, les cuisines, les livraisons. Cette dualité architecturale reflète parfaitement la société de l'époque, une façade brillante pour les riches, une arrière-cour fonctionnelle pour les travailleurs. Le contexte historique de 1907 est crucial pour comprendre l'ambition du projet. La France vit ses dernières années d'insouciance avant la catastrophe de 1914. L'exposition universelle de 1900 a marqué les esprits. La Tour Eiffel, le Grand Palais, le Petit Palais ont prouvé que Paris pouvait être la capitale mondiale de la modernité. Les nouvelles technologies, l'électricité, le téléphone, l'automobile transformant la vie quotidienne à une vitesse vertigineuse. Les riches veulent des hôtels qui incarnent ce progrès, pas des auberges poussiéreuses avec des lampes à pétrole. Les Boucicaut investissent donc massivement dans les innovations. Le chantier, qui dure 3 ans, mobilise 300 ouvriers en permanence. Les fondations doivent être creusées à 8 mètres de profondeur pour supporter le poids colossal de l'édifice, 15 000 mètres carrés de surface, bâti répartis sur 7 niveaux, plus les sous-sols. Les 4 000 mètres carrés de façade en pierre de taille exigent un travail de sculpture qui occupe à lui seul 50 artisans spécialisés pendant 2 ans. Le budget initial s'est fixé à 6 millions de francs or, mais il explose rapidement. Les propriétaires veulent tout ce qui se fait de mieux, les 6 ascenseurs. Otis, importés des États-Unis, coûtent à eux seuls 200 000 francs. Le système de chauffage central, alimenté par une chaufferie de 150 mètres carrés au sous-sol englouti, 300 000 francs. Les vitraux de Lalique pour la verrière du hall, 180 000 francs. À chaque fois qu'un devis arrive, il faut sortir le chéquier. Le coût final atteint 8 millions de francs or, soit 30% de dépassement par rapport au budget initial. Mais qu'importe, les Boucicaut ne reculent devant rien. Cependant, sous ces chiffres triomphants se cache déjà une faille. Pour bâtir ce palais, destiné au plaisir éphémère des riches, on a expulsé 47 familles ouvrières qui vivaient dans les immeubles rasés. Elles ont été relogées dans des quartiers périphériques, loin du centre, sans aucune indemnité significative. Cette violence sociale invisible dans les photos officielles de l'inauguration fait partie intégrante de la naissance de Lutetia. Le luxe des uns se construit toujours sur le déplacement des autres. En 1910, lorsque les échafaudages tombent enfin et que les portes s'ouvrent, le Lutetia se dresse comme un défi. Un défi au vieux palace de la rive droite, un défi à l'aristocratie qui méprise les commerçants, un défi au temps lui-même. Les Boucicaut ont voulu graver leur nom dans la pierre, créer un monument qui survivrait aux générations. Mais pourquoi un palace destiné à célébrer l'éternité du plaisir deviendra-t-il, 35 ans plus tard, le symbole de la douleur et de la perte? Pourquoi ces fondations creusées à 8 mètres de profondeur porteront-elles non seulement le poids du marbre, mais aussi celui de la mémoire collective d'une nation brisée? Pour le comprendre, il faut maintenant entrer dans le chantier lui-même,
et voir comment pierre après pierre, métal après métal, une génération d'artisans a bâti sans le savoir le futur théâtre d'une tragédie. Le chantier qui s'ouvre en 1907 au 45 boulevard Raspail n'est pas une construction ordinaire. C'est un laboratoire où se rencontrent les savoir-faire les plus anciens et les technologies les plus modernes, un ballet orchestré de 300 ouvriers qui vont consacrer 3 années de leur vie à ériger ce qui deviendra l'un des plus beaux hôtels de Paris. Il faut imaginer le bruit. Le fracas des masses qui enfoncent les pieux de fondation, à 8 mètres sous terre, le grincement des grues à vapeur qui hissent. Les blocs de pierre, le martèlement des burins, des tailleurs qui sculptent les ornements de la façade. De 1907 à 1910, le boulevard Raspail résonne comme une forge géante. Les riverains se plaignent, mais les boussicots ont les autorisations nécessaires et l'argent pour faire taire les protestations. Le chantier est divisé en corps de métiers qui travaillent selon un ordre implacable. D'abord, les terrassiers, 50 hommes, qui creusent à la main et à la pelle mécanique pour dégager les fondations. Ils descendent dans la terre parisienne, cette terre argileuse et humide qui a porté des siècles d'histoire. Ils évacuent 2000 mètres cubes de terre en 6 mois, chargeant les tombereaux, tirés par des chevaux qui partent vers les terrains vagues de la banlieue. Ensuite, viennent les maçons 80 hommes qui montent les murs porteurs en pierre de taille. Chaque bloc arrive par train depuis les carrières de Bourgogne, découpés selon les plans précis des architectes. Les blocs les plus massifs pèsent 500 kg et nécessitent des palans et 4 hommes pour être mis en place. Les maçons travaillent par équipe de jour et de nuit pendant l'été 1908, profitant de la lumière jusqu'à 22 heures pour rattraper le retard accumulé durant l'hiver pluvieux. Puis arrivent les charpentiers 40 hommes qui assemblent la structure intérieure, les planchers, les escaliers, les cloisons. Ils utilisent du chêne de Slavonie pour les parties nobles, du sapin ordinaire pour les structures cachées. Au total, 350 mètres cubes de bois sont nécessaires. Les charpentiers créent également les coffrages pour couler le béton armé, cette innovation révolutionnaire qui permet de construire plus haut et plus vite. Les poutres en béton de la salle de bal mesurent 12 mètres de portée sans piliers intermédiaires. Une prouesse technique pour l'époque. Mais le véritable luxe commence avec les corps d'état secondaires, comme on les appelle dans le jargon du bâtiment. Ce sont eux qui transforment une carcasse en palais. Les ferronniers arrivent en 1909. Ils sont 15 artisans dirigés par un maître formé dans les ateliers Majorel à Nancy. Ils forgent à la main les balustrades des balcons, les rampes d'escalier, les grilles d'ascenseur. Chaque élément est unique martelé à chaux tordu, selon des courbes art nouveaux qui imitent les tiges de plantes grimpantes. Pour l'escalier principal, ils créent une rampe continue de 35 mètres de long, qui ondule sans une seule soudure visible, un chef-d'œuvre de précision qui demande 4 mois de travail. Les marbriers sont 12 hommes spécialisés dans la découpe et la pose des pierres précieuses. Ils reçoivent 80 tonnes de marbre de Carrare, livrés directement d'Italie par bateau jusqu'au Havre, puis par train jusqu'à Paris. Ce marbre blanc veiné servira pour les 233 salles de bain, les sols du hall, les colonnes de la salle de réception. Mais il y a aussi du marbre rose de Vérone pour les cheminées du marbre noir de Belgique, pour les tables du restaurant. Chaque plaque doit être sciée, polie, ajustée au millimètre. Les marbriers travaillent à genoux dans la poussière blanche qui leur ronge les poumons. Plusieurs développeront la silicose, quelques années plus tard, le prix invisible du luxe. Les vitriers installent la pièce maîtresse de l'édifice, la verrière du hall, une structure de 200 mètres carrés composée de 1000 panneaux de verre, assemblés dans une armature de fer. Les vitraux décoratifs dessinés par Lalique arrivent dans une des caisses rembourrées de paille. Chaque panneau coûte 120 francs, soit 2 mois de salaire d'un ouvrier. Il faut 6 semaines pour tout installer, travaillant sur des échafaudages à 12 mètres de hauteur sans filet de sécurité. Lors d'un orage violent, en août 1909,
3 panneaux se brisent. Ils sont remplacés, mais le coût du chantier grimpe encore. Les électriciens ont les magiciens du chantier. Ils sont 8 spécialistes formés par la compagnie parisienne de distribution d'électricité. Ils tirent 15 km de câbles à travers les murs, installent 2 nœuds 300 points lumineux, câblent les 6 ascenseurs électriques Otis importés des États-Unis. Ces ascenseurs, à eux seuls, sont un défi technique. Chaque cabine peut transporter 8 personnes ou 600 kg, monte à la vitesse de 1 mètre par seconde et fonctionne grâce à un moteur électrique logé dans une salle des machines au sous-sol. Les électriciens doivent synchroniser 6 machines identiques, un travail de précision horlogère. Les plombiers installent un système hydraulique d'une complexité inouïe, 8 km de tuyauterie en cuivre pour l'eau froide, 6 km pour l'eau chaude, plus les évacuations. Chaque chambre doit avoir son robinet. Chaque salle de bain, sa baignoire alimentée en eau chaude, produite par une chaudière centrale de 3000 litres au sous-sol. Le système de chauffage central exige 12 km de tuyaux supplémentaires qui serpentent dans les murs et sous les planchers. Tous ces ouvriers ne travaillent pas dans le silence. Les témoignages d'époque retrouvés dans les archives municipales décrivent l'ambiance du chantier. Un contremaître écrit dans son journal en novembre 1908 « Aujourd'hui, bagarre entre les maçons italiens et les charpentiers français. 2 hommes blessés. Les boussicots ont fait venir un médecin et payé les soins. Travail repris après le déjeuner. » Un autre rapport daté de février 1909 mentionne l'effondrement d'un échafaudage. Un ouvrier de 23 ans est tué sur le coup, 2 autres grièvement blessés. Il ne figure sur aucune plaque commémorative. Le rythme est infernal. Les architectes Boileau et Tauzin visitent le chantier 3 fois par semaine, exigeant des modifications, refusant des finitions jugées insuffisantes. Un témoignage d'un sculpteur raconte « On nous a fait refaire 4 fois la corniche de la façade principale. 4 fois, M. Boileau disait que la courbe n'était pas assez harmonieuse. Nous avons perdu 2 mois. Fin 1909, le gros œuvre est terminé. Mais il reste encore 6 mois de finition, poser les 15 000 mètres carrés de parquet, installer les 300 luminaires, accrocher les 450 miroirs, fixer les moins 200 poignées de porte en bronze doré. Chaque détail compte. Les boussicots veulent que Lutetia soit parfait. En mai 1910, le chantier se termine enfin. Les ouvriers nettoient, rangent, disparaissent. Le silence revient sur le boulevard Raspail. Dans quelques semaines, les portes s'ouvriront et les premiers clients franchiront le seuil. Mais aucun de ces 300 ouvriers qui ont sué, saigné, parfois perdu la vie pour bâtir ce palace, ne sera jamais invité à y dormir. Leur travail a créé un monde auquel ils n'auront jamais accès. Et 35 ans plus tard, lorsque ces mêmes halls de marbre accueilleront les déportés, ce sera une autre forme de violence sociale qui se jouera entre ces murs. Maintenant que les murs sont debout, il est temps de pénétrer à l'intérieur et de découvrir comment le luxe s'organise, pièce par pièce, pour créer l'illusion d'un paradis terrestre. Mais à quel prix et pour qui ? Franchir le seuil du Lutetia en 1910, c'est pénétrer dans un autre monde. Un monde où chaque détail, chaque surface, chaque objet a été pensé pour une seule chose, faire oublier que l'on est à Paris dans une ville bruyante et sale, et créer l'illusion que l'on vit dans un palais suspendu au-dessus du temps. Le hall d'entrée vous saisit immédiatement. Imaginez un espace de 12 mètres de hauteur sous plafond, éclairé par une verrière de 200 mètres carrés qui filtre la lumière parisienne et la transforme en une clarté dorée presque irréelle. Le sol est un damier de marbre blanc de Carrare et de marbre noir de Belgique poli jusqu'à devenir miroir. Vos pas résonnent.
Sur les murs, des panneaux de bois précieux, acajou, palissandre, citronnier montent jusqu'à mi-hauteur, sculptés de motifs floraux, art nouveau. Au centre du hall trône un escalier monumental de 35 mètres de développé, avec une rampe en fer forgé qui ondule comme une liane. Cet escalier n'est pas fait pour monter vite. Il est fait pour être vu pour descendre lentement en robe du soir sous le regard admiratif des clients attablés au salon de thé. À droite du hall, le salon de thé s'étend sur 150 mètres carrés. Les murs sont tapissés de soie brodée de motifs japonisants. Une mode de l'époque, les fauteuils sont recouverts de velours grenat, les tables rondes sont en bois de rose incrustées de nacre. Ici, entre 17h et 19h, se joue un rituel quotidien. La haute société parisienne vient prendre le thé grignoté des pâtisseries servies dans de la porcelaine de Limoges, bordée d'or, et surtout se montrer. Le salon peut accueillir 80 personnes assises confortablement servies par 6 serveurs en livrée qui glissent silencieusement entre les tables. À gauche, la salle de bal est un volume encore plus impressionnant, 300 mètres carrés, sans un seul pilier grâce aux poutres en béton armé dissimulées dans le plafond. Le parquet est en chêne de Hongrie, ciré à la main chaque matin par 2 employés qui passent 3 heures à genoux pour lui donner cet éclat parfait. Les murs sont couverts de miroirs biseautés, hauts de 4 mètres, encadrés de dorures qui multiplient l'espace à l'infini et reflète les lustres en cristal de Bohême. Chaque lustre pèse 200 kg et porte 48 ampoules électriques. Il y en a 6 dans la salle, soit 288 points lumineux qui, le soir venu, transforment la pièce en constellation terrestre. Lors du bal surréaliste de 1924, 800 invités se sont pressés ici, dansant jusqu'à l'aube sur les rythmes du jazz américain. Mais le vrai luxe du Lutetia ne se voit pas dans les espaces publics. Il se cache dans l'intimité des 233 chambres. Montons par l'un des 6 ascenseurs Otis. La cabine est une cage de bronze doré et de verre biseauté tapissé de velours rouge. Un liftier en uniforme actionne les manettes. L'ascenseur monte en douceur à 1 mètre par seconde dans un silence presque surnaturel. À chaque étage, une sonnerie discrète annonce l'arrivée. Les chambres sont réparties du 1er au 7e étage, 180 chambres standards de 22 mètres carrés. Chacune 40 suites de 45 à 60 mètres carrés et 13 appartements qui occupent des angles entiers de l'immeuble jusqu'à 120 mètres carrés pour les plus vastes. Prenons une chambre standard au 4e étage numéro 412. La porte s'ouvre sur un décor méticuleusement agencé. Le lit est un modèle en laiton doré. Avec un matelas de 185 cm de large, un luxe inouï à une époque où la plupart des Parisiens dorment dans des lits de 140 cm. Le linge de lit est en lin irlandais brodé aux initiales de l'hôtel. Sur la table de nuit, un téléphone Marty relie directement la chambre à la réception. C'est une innovation que seuls les palaces les plus modernes possèdent. À côté, une lampe électrique à abat-jour de soie permet de lire sans allumer le plafonnier. L'armoire est en acajou massif, haute de 250 mètres avec des portes à miroirs. À l'intérieur, 8 cintres en bois attendent les costumes et les robes. Sur le mur opposé, une cheminée en marbre rose de Vérone fonctionne encore bien, que le chauffage central invisible silencieux maintienne la température à 20 degrés en hiver grâce à des radiateurs en fonte dissimulés derrière des claustras en bois sculpté. Mais la pièce la plus extraordinaire est sans conteste la salle de bain privée. En 1910, la majorité des immeubles parisiens n'ont qu'une seule salle d'eau par étage partagée entre tous les locataires. Ici, chaque chambre a la sienne. Elle mesure 6 mètres carrés entièrement carrelée de faïence blanche à liséré bleu, importée de la manufacture de Gien. La baignoire est en cuivre émaillé, en longueur de 1,70 m, profonde de 50 cm. Elle se remplit en 8 minutes grâce à 2 robinets massifs en bronze nickelé, l'un pour l'eau froide, l'autre pour l'eau chaude, qui arrive directement de la chaudière centrale du sous-sol.
À côté, un lavabo sur pied en porcelaine, surmonté d'un miroir biseauté de 80 cm de haut, et des toilettes avec chasse d'eau, une rareté absolue en 1910. Sur une étagère en verre, l'hôtel dispose des savons parfumés de la maison Guerlain, des serviettes en éponge égyptienne brodées aux chiffres du Lutetia, et même un peignoir en lin que les clients peuvent porter durant leur séjour. Le confort est total, presque étouffant. On pourrait vivre ici sans jamais sortir. Les suites et les appartements poussent le raffinement encore plus loin. La suite 701, au dernier étage, dispose d'un salon de 30 mètres carrés avec vue panoramique sur les toits de Paris, d'une chambre de 25 mètres carrés avec un lit à baldaquin et de 2 salles de bain, une pour madame, une pour monsieur. Les murs sont tendus de soie de Lyon, couleur champagne. Les rideaux sont en velours de Gênes, doublés de soie. Le parquet est recouvert de tapis persans noués, main. Dans le salon, un piano demi-queue. Erard attend les doigts des mélomanes. Tarif de cette suite, 150 francs par nuit, soit 3 mois de salaire d'un ouvrier. Mais tout ce luxe ne serait rien sans l'armée invisible qui le maintient. Au sous-sol, dans les entrailles du bâtiment, se trouve un monde parallèle que les clients ne voient jamais. Les cuisines s'étendent sur 400 mètres carrés, équipées de 12 fourneaux au charbon, de 3 fours à pain, d'une rôtissoire rotative capable de cuire 20 volailles simultanément. Les chambres froides maintenues à 2 degrés par un système de glace renouvelé chaque jour stockent 500 kg de viande, 300 kg de poisson, 200 kg de légumes. La cave à vin contient 8000 bouteilles rangées dans des casiers en terre cuite. Pour faire fonctionner cette machine, il faut 120 employés permanents, 15 cuisiniers, 30 serveurs, 20 femmes de chambre, 10 valets d'étage, 8 liftiers, 6 portiers, 4 concierges, 3 standardistes, 2 électriciens, 2 plombiers, sans compter les 20 employés de nettoyage qui travaillent la nuit, entre 23h et 6h du matin, pour que tout soit impeccable à l'aube. Ces employés vivent dans des chambres de service de 8 mètres carrés sous les combles sans chauffage, en salle de bain privée. Ils utilisent des toilettes collectives au bout du couloir et se lavent dans des lavabos communs. Le contraste est brutal. Quelques mètres séparent le palace de luxe du dortoir ouvrier. Mais cette frontière est invisible pour les clients qui descendent l'escalier de marbre, admirent leurs reflets dans les miroirs dorés et pensent que le monde entier ressemble à Lutetia. Pourtant, ces chambres de rêve, ces baignoires de cuivre, ces lustres de cristal vont bientôt accueillir d'autres occupants. Des uniformes gris-vert vont remplacer les smokings. Des ordres gutturaux vont résonner dans le hall. Et ces mêmes salles de bain conçues pour le plaisir deviendront les lieux où des corps épuisés tenteront de laver la saleté des camps. Mais avant que la tragédie ne frappe, il reste encore quelques années de fête. Et ces années vont être éblouissantes. Entre 1910 et 1940, le Lutetia n'est pas seulement un hôtel. C'est un théâtre permanent où se joue jour après jour la comédie du luxe parisien. Chaque journée suit un rituel immuable orchestré avec la précision d'une horlogerie suisse. Le matin commence à 7h. Dans les sous-sols, les 15 cuisiniers s'activent déjà depuis 5 heures, préparant les petits déjeuners qui seront montés dans les chambres par 10 valets d'étage. Chaque plateau est une œuvre d'art croissant sortie du four, à 6h30 beurre de la laiterie Gervais, livré à l'aube confiture maison, aux fruits de saison café fraîchement moulu dans une cafetière en argent massif, le tout disposé sur un plateau laqué avec une rose fraîche dans un vase de cristal. Les clients sonnent les valets, montent les 7 étages par les escaliers de service, les ascenseurs sont réservés aux clients, frappent discrètement, entrent en silence, déposent le plateau, ouvrent les rideaux de velours pour laisser entrer la lumière du boulevard, raspaillent et disparaissent comme des fantômes. À 10h, le ballet des départs commence. Les malles descendent chargés par les portiers en livrée rouge et or et s'entassent dans le hall.
Les clients règlent leurs notes à la réception où 3 concierges en habit noir encaissent des sommes considérables, 50 francs pour une nuit en chambre standard, 150 francs pour une suite plus, les extras, le champagne au salon, le dîner au restaurant, le pressing des vêtements. Un client qui séjourne une semaine peut facilement dépenser 1000 francs, soit 6 mois de salaire d'un employé de l'hôtel. L'après-midi est le moment du salon de thé. Entre 15h et 19h, le salon de 150 mètres carrés se remplit d'une faune élégante des dames de la haute société en robes poirées ou Chanel coiffées de chapeaux extravagants, accompagnées de leurs amants discrets ou de leurs maris distraits. Elles commandent du thé de Ceylan, servi dans de la porcelaine de Limoges, grignotent des millefeuilles. Des éclairs au chocolat, des macarons préparés par le chef pâtissier. Les conversations se font à mi-voix ponctuées de rires cristallins. On échange des potins, on commente les dernières créations des couturiers, on critique les absentes. Le salon accueille en moyenne 200 clients chaque après-midi, générant un chiffre d'affaires quotidien de 800 francs, rien que pour le thé et les pâtisseries. Mais c'est le soir que le Lutetia atteint son apogée. À 19h, le restaurant gastronomique commence son service. La salle de 200 couverts est déjà presque pleine. Les tables sont dressées avec une précision militaire, nappes de lin damassé blanc couverts en argent massif, fourchettes à huîtres, couteaux à poisson, cuillères à dessert. Verres en cristal de baccarat, 6 verres, par couvert au vin rouge, vin blanc, champagne, digestif, eau-de-vie, serviettes brodées, pliées en forme de cygne. Au centre de chaque table, un bouquet de roses fraîches coupées le matin même aux Halles de Paris. Le menu est un poème gastronomique. En 1925, un dîner typique comprend huîtres de Marraine, une douzaine par personne, consommée de tortues claires, turbotes, sauce hollandaise, faisant rôti aux morilles, salade de mâche fromage affiné, comté roquefort camembert soufflé au grand marnier. Le tout accompagné de vins sélectionnés par le sommelier, un Chablis premier cru avec les huîtres, un Château Margaux 1900 avec le faisan, un champagne Roderer avec le dessert. Un tel repas coûte 80 francs par personne, soit 16 jours de salaire d'un ouvrier parisien. Le service est assuré par 30 serveurs en habits noirs et gants blancs dirigés par un maître d'hôtel qui connaît par cœur les noms, les préférences et les caprices de chaque client régulier. Madame la baronne préfère la table près de la fenêtre. Monsieur le comte déteste le poisson. Mademoiselle, l'actrice veut toujours du champagne rosé. Tout est noté. Dans un registre que le maître d'hôtel consulte avant chaque service. Après le dîner, vers 22h, certains clients montent dans leur chambre. Mais les plus mondains se dirigent vers la salle de bal, où certains soirs, des soirées privées sont organisées. Le bal surréaliste du 14 février 1924 reste gravé dans la mémoire collective. Ce soir-là, 800 invités se pressent dans les 300 mètres carrés de la salle. Des artistes comme André Breton-Mon, Ray Kiki de Montparnasse se mêlent aux aristocrates déguisés en créatures oniriques. Un orchestre de 12 musiciens joue du jazz américain jusqu'à 4 heures du matin. On consomme 500 bouteilles de champagne, 200 litres de cocktails, des plateaux entiers de caviar. Le lendemain, les journaux parlent d'une nuit de folie qui a coûté aux organisateurs 25 000 francs, soit 4 ans de salaire d'un employé du Lutetia. Les années folles, cette décennie bénie qui court de 1920 à 1929 sont l'âge d'or du Lutetia. L'hôtel affiche complet presque chaque soir. La clientèle est cosmopolite des industriels américains qui découvrent Paris des exilés russes blancs qui ont fui la Révolution avec leurs derniers bijoux, des artistes qui viennent chercher l'inspiration des hommes. Des hommes d'affaires qui scellent des contrats autour d'un verre de cognac. Le chiffre d'affaires annuel atteint 2 millions de francs en 1928, une somme considérable. Mais sous cette surface brillante, une fissure invisible se creuse. En 1929, le krach de Wall Street frappe l'économie mondiale. Les clients américains se font plus rares. En 1930, les Russes blancs épuisent leur ration.
pente, leur dernière ressource, et quittent les suites pour des pensions modestes. En 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne jette une ombre sur l'Europe. Les conversations au salon de thé ne portent plus seulement sur la mode, mais sur la guerre qui menace. Le champagne coule toujours, mais avec une urgence nouvelle, comme si chacun savait que la fête touche à sa fin. Le 14 juin 1940, tout s'arrête brutalement. Ce matin-là, il n'y a pas de petit déjeuner servi dans les chambres. Il n'y a pas de thé au salon. Il n'y a pas de dîner au restaurant. À 6 heures du matin, des camions gris-vert se garent devant l'entrée principale. Des soldats de la Wehrmacht descendent bottes noires claquant sur le marbre blanc. Un officier allemand présente à la réception un ordre de réquisition signé par le commandement militaire. Le Lutetia n'appartient plus à la France. Il appartient à l'occupant. Les 120 employés sont sommés de rester à leur poste. Les clients français qui occupent encore quelques chambres ont 2 heures pour faire leurs valises et partir. À midi, le drapeau à croix gammée flotte sur le toit. Le silence remplace les rires. Les lustres continuent de briller, mais ils éclairent désormais des uniformes, des bottes, des ordres hurlés en allemand. Le palace du plaisir vient de devenir le quartier général de la terreur. Et les baignoires de cuivre, les miroirs dorés, les escaliers de marbre vont être témoins de choses qu'aucun architecte, aucun ouvrier, aucun maître d'hôtel n'avait imaginé en 1910 lorsqu'il bâtissait ce rêve de pierre et de lumière. Combien de secrets vont être arrachés dans ces salons feutrés? Combien de vies vont être brisées entre ces murs qui résonnent encore des échos de la fête? Et surtout, comment un lieu conçu pour le bonheur va-t-il devenir synonyme de cauchemar? Le 14 juin 1940 marque la fin d'un monde. À l'aube, Paris se réveille sous un ciel gris, dans un silence anormal. Les rues sont désertes. Depuis plusieurs jours, des centaines de milliers de Parisiens fuient vers le sud, encombrant les routes avec leurs charrettes, leurs voitures, leurs bagages. Le gouvernement français a quitté la capitale. Paris est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas défendue militairement pour éviter sa destruction. À 6 heures du matin, les premiers détachements de la Wehrmacht traversent la porte de la Villette. À midi, les soldats allemands descendent les Champs-Élysées. L'occupation commence. Sur le boulevard Raspail au numéro 45, les portes du Lutetia sont fermées. Quelques employés regardent par les fenêtres terrifiés. Vers 14 heures, 3 camions militaires s'arrêtent devant l'entrée principale. Une vingtaine de soldats en descendent, fusils à l'épaule. Un officier de l'Abwehr, le service de contre-espionnage de l'armée allemande, frappe à la porte. Le directeur de l'hôtel, M. Leblanc, ouvre en tremblant. L'officier présente un document dactylographié en allemand et en français, un ordre de réquisition signé par le militaire Befehlshaber in Frankreich, le commandement militaire allemand en France. Le Lutetia est désormais propriété du Reich. L'officier est courtois mais ferme. Il explique que l'hôtel servira de quartier général pour l'Abwehr à Paris. Les clients français, encore présents, une dizaine de personnes, seulement la plupart des autres ayant fui, doivent partir immédiatement. Les employés, eux, doivent rester. Le Reich a besoin de leur expertise pour faire fonctionner les cuisines, le chauffage, le standard téléphonique. Ceux qui refusent seront remplacés et perdront tout droit à salaire. Sur les 120 employés, 80 acceptent de rester. Ils n'ont pas le choix, il faut nourrir leur famille, et Paris occupé n'offre aucune autre perspective d'emploi. Dans les heures qui suivent, le Lutetia se transforme. Les 233 chambres sont vidées de leurs clients et réaménagées pour accueillir 180 officiers et agents allemands en résidence permanente. Les suites du 7e étage deviennent les Hügelbunts, deviennent les bureaux du commandement. La salle de bal s'est convertie en salle de réunion où se tiennent des briefings quotidiens. Le salon de thé devient une salle d'interrogatoire. Les tables rondes en bois de rose sont poussées contre les murs, remplacées par des bureaux métalliques, des chaises droites, des lampes orientables.
Les miroirs dorés reflètent désormais des visages tendus, des mains qui tremblent, des regards qui fuient. Les caves de l'hôtel, qui contenaient 8000 bouteilles de vin, sont réquisitionnées pour devenir des archives secrètes. On y stocke des dossiers sur la résistance française, des listes de suspects, des rapports d'infiltration. Les chambres froides, autrefois remplies de viande et de poissons, servent maintenant à conserver des documents sensibles dans des conditions optimales de température et d'humidité. Pendant 4 ans, de juin 1940 à août 1944, le Lutetia fonctionne comme un rouage essentiel de la machine de répression nazie. L'Abwehr utilise l'hôtel pour infiltrer la résistance, recruter des informateurs, interroger des suspects. Les chiffres exacts sont difficiles à établir, mais les archives déclassifiées après-guerre estiment qu'au moins 2000 interrogatoires ont eu lieu dans les différentes salles de l'hôtel. Certains ne durent que quelques minutes de simple vérification d'identité. D'autres s'étirent sur 6 heures, 10 heures, parfois plusieurs jours consécutifs. Les méthodes varient. Contrairement à la Gestapo, la police secrète nazie qui opère depuis l'avenue Foch et qui pratique la torture systématique, l'Abwehr se veut plus civilisée. Ici, on préfère la pression psychologique. Les menaces voilées contre la famille du suspect, les fausses promesses de clémence, l'épuisement par la répétition des mêmes questions pendant des heures. Mais le décor même de l'hôtel participe à cette violence. Imaginez-vous résistant arrêté, introduit dans ce palace de marbre et de cristal, assis sur une chaise face à un officier en uniforme impeccable, sous un lustre qui brille comme au premier jour. Le contraste entre le luxe du lieu et la terreur de la situation crée un sentiment d'irréalité insoutenable. Les employés français qui ont accepté de rester vivent un calvaire moral. Ils servent le petit déjeuner aux officiers allemands, nettoient les chambres, répondent au téléphone. Certains deviennent volontairement ou non des collaborateurs actifs. On sait aujourd'hui, grâce aux archives de l'épuration après-guerre, qu'au moins 5 employés du Lutetia ont dénoncé des clients français soupçonnés d'activités résistantes. D'autres, au contraire, font acte de résistance passive. Ils oublient de transmettre des messages urgents. Ils laissent traîner des documents que des femmes de chambre complices photographient discrètement et transmettent au réseau clandestin. Un témoignage bouleversant retrouvé dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel est celui de Madame Jeanne Mercier, femme de chambre au Lutetia de 1938 à 1944. Interrogée en 1985, elle raconte « Chaque matin, je montais faire les chambres des officiers allemands. Ils étaient polis, ils me disaient « Guten Morgen ». Ils me donnaient parfois des pourboires. Mais le soir, je savais qu'ils repartaient interroger des gens au salon. Je voyais les traces, une chaise renversée, un cendrier plein de mégots, signe qu'on avait fumé pendant des heures, parfois des taches sur le tapis, que je devais nettoyer et dont je préférais ne pas imaginer l'origine. J'avais honte de travailler là. Mais j'avais 2 enfants à nourrir. Le paradoxe est insoutenable, le luxe intact sert de décor à l'oppression. Les baignoires de cuivre continuent de se remplir d'eau chaude pour les officiers qui rentrent de leur mission. Les cuisines produisent toujours 500 repas par jour, mais exclusivement pour les Allemands, avec des denrées réquisitionnées que les Parisiens ne peuvent plus se procurer. Le restaurant jadis, temple de la gastronomie, devient une cantine militaire où l'on sert du rôti de bœuf, du chou braisé, de la bière allemande. Les clients français qui passent devant l'hôtel baissent les yeux, accélèrent le pas. Le Lutetia est devenu un lieu maudit. Pourtant, les murs continuent de briller. Les miroirs reflètent toujours la même beauté froide. Les lustres ne s'éteignent jamais. C'est comme si le bâtiment lui-même était indifférent, imperméable à la tragédie humaine qui se joue en son sein. Cette indifférence de la pierre sera plus tard l'un des éléments les plus troublants de l'histoire du Lutetia. Un lieu peut-il être coupable? Un décor peut-il porter la responsabilité des actes commis en son sein? En août 1944, la libération approche. Les troupes alliées progressent vers Paris.
Les officiers allemands du Lutetia commencent à brûler des documents dans les cheminées de marbre rose. Des camions partent en pleine nuit, emportant des caisses d'archives vers l'Allemagne. Le 25 août 1944, Paris est libéré. Les derniers soldats allemands quittent le Lutetia à la hâte, laissant derrière eux des bureaux, en désordre des papiers éparpillés, des bouteilles de vin vides. Le silence revient. Mais ce n'est pas le silence de la paix. C'est le silence de l'attente. Car très vite, une nouvelle fonction va être assignée à cet hôtel qui ne sait plus à quoi il sert. Une fonction encore plus déchirante que l'occupation devenir le lieu où des milliers de familles vont attendre le retour de ceux qui ne reviendront jamais. Combien de noms vont être affichés sur les murs lambrissés du hall? Combien de cris étouffés vont résonner sous les lustres de cristal lorsque les listes de disparus seront publiées? Et comment un palace construit pour le plaisir peut-il survivre à tant de douleurs accumulées? Entre juin 1940 et août 1944, le Lutetia vit au rythme de l'occupation. Mais ces 4 années ne sont pas uniformes. Elles se décomposent en strates de violence croissantes chaque mois, apportant son lot de durcissement, de rafles, de disparitions. Et l'hôtel témoin silencieux enregistre tout dans ses murs. Les premiers mois de juin à décembre 1940, l'occupation semble presque correcte selon le vocabulaire hypocrite de l'époque. Les officiers allemands, payant leur consommation en Reichsmarks, saluent poliment les employés, respectent les horaires. Le directeur Monsieur Leblanc reçoit même des primes mensuelles du commandement allemand pour bonne collaboration. L'argent coule, les Allemands dépensent sans compter, vidant les caves de leurs meilleurs vins, commandant des repas gargantuesques. Les 80 employés qui ont choisi de rester touchent leur salaire parfois même augmenté. Certains se persuadent qu'après tout, la vie continue, qu'il faut s'adapter, survivre. Mais à partir de 1941, l'étau se resserre. L'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa contre l'URSS en juin et la guerre devient totale. À Paris, les premières rafles de Juifs commencent. Le Lutetia, centre névralgique de l'Abwehr, devient un maillon essentiel de la traque. Les archives conservées au Centre de documentation juive contemporaine révèlent qu'au moins 150 dossiers constitués au Lutetia ont servi à identifier et arrêter des familles juives cachées dans Paris. L'hôtel dispose d'un fichier minutieusement tenu à jour dans les caves nom, adresse, origine, dénonciation. Certaines fiches portent des annotations en français écrites par des employés zélés qui ont fourni des informations glanées dans les conversations des clients d'avant-guerre. C'est également en 1941 que le salon de thé, cet espace de 150 mètres carrés où les dames de la haute société prenaient autrefois leur pâtisserie, devient le théâtre d'interrogatoires systématiques. Un résistant arrêté dont le témoignage a été recueilli en 1947 lors du procès de l'épuration raconte « Ils m'ont emmené au Lutetia un mardi matin de novembre 1941. J'ai été introduit dans un salon magnifique avec des canapés de velours et des miroirs partout. Face à moi, un officier en uniforme impeccable, cheveux gominés, cigarette aux lèvres. Il parlait un français parfait. Il m'a offert du café, du vrai café, pas l'ersatz qu'on buvait à Paris. Il m'a dit « Nous savons que vous êtes dans un réseau, donnez-nous 3 noms et vous rentrez chez vous ce soir. » J'ai tenu 6 heures. Puis ils m'ont transféré avenue Foch, chez la Gestapo. Là-bas, les méthodes étaient différentes. Ce témoignage révèle la stratégie de l'Abwehr, utiliser le cadre luxueux du Lutetia pour créer une illusion de civilité, faire croire au suspect qu'il peut négocier, qu'il n'est pas vraiment en danger. Puis, si cela ne fonctionne pas, le transférer vers les centres de torture de la Gestapo. Le Lutetia est la première étape, la phase douce de la répression. Mais cette douceur est un piège. En 1542, après la rafle du Veldiv en juillet où 1352 juifs sont arrêtés. En 2 jours, l'activité du Lutetia s'intensifie encore.
Les chambres du 3e et 4e étage sont transformées en bureaux administratifs où des secrétaires allemandes, certaines à peine âgées de 20 ans, tapent à la machine les listes de déportation. Elles travaillent de 12 heures par jour, classant les fiches, vérifiant les adresses, préparant les convois. Une secrétaire interrogée après-guerre, Fräulein Greta Schmidt, dira lors de son procès à Nuremberg « Je ne savais pas ce qu'ils faisaient de ces listes. Je tapais les noms, les dates de naissance, les adresses. C'était mon travail. Je ne posais pas de questions. » Cette phrase résume toute la banalité du mal. On peut participer à l'extermination en tapant simplement à la machine dans une chambre d'hôtel confortable avec vue sur le boulevard Raspail. Les employés français du Lutetia vivent un enfer moral. Certains tentent de saboter discrètement. Une femme de chambre, Madame Louise Petit, avoue en 1946 avoir égaré à plusieurs reprises des dossiers qu'elle devait porter d'un bureau à l'autre. Je les cachais derrière les radiateurs, sous les tapis. Parfois, ils les retrouvaient, parfois non. Je me disais que chaque jour de retard, c'était peut-être une vie sauvée. Elle sera décorée de la médaille de la Résistance en 1947. Mais d'autres collaborent activement. Un concierge, M. Henri Dubois, est condamné en 1945 à 10 ans de prison pour avoir dénoncé 7 personnes qu'il soupçonnait d'activités résistantes. Lors de son procès, il déclare « Les Allemands me payaient 500 francs par information utile. Avec les tickets de rationnement, on ne pouvait plus vivre. J'ai une famille. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. » La salle du tribunal explose de rage. Des familles de déportés hurlent. Le juge doit faire évacuer. En 1943, l'étau se resserre encore. La résistance s'organise, multiplie les attentats. En représailles, les Allemands durcissent la répression. Le nombre d'interrogatoires au Lutetia double, on passe de 300 par an en 1941 à 600 en 1943. Les durées s'allongent. Certains suspects passent 3 jours consécutifs dans les salons d'interrogatoire, sans dormir, sans manger, soumis à un harcèlement psychologique continu. Les officiers se relaient toutes les 6 heures, toujours frais, toujours polis, posant les mêmes questions en boucle jusqu'à ce que le suspect craque. Le Lutetia devient également un centre de recrutement d'informateurs. L'Abwehr identifie des Français en difficulté financière, employés licenciés, commerçants ruinés, et leur propose des contrats. En échange d'informations sur leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, ils reçoivent de l'argent, des tickets de rationnement supplémentaires, parfois même des protections contre les rafles. Les rencontres ont lieu dans les suites du 7e étage, dans le plus grand secret. On estime qu'entre 1941 et 1944, au moins 80 informateurs ont été recrutés au Lutetia, contribuant à l'arrestation de centaines de résistants. Pendant toutes ces années, le luxe de l'hôtel reste intact. Les miroirs brillent toujours, les parquets sont cirés chaque matin, les lustres scintillent chaque soir. Les cuisines fonctionnent à plein régime, produisant 400 repas par jour pour les occupants allemands. Le restaurant sert du rôti de porc, des pommes de terre, au beurre, du chou rouge, des denrées que les Parisiens affamés n'ont pas vues depuis des mois. L'odeur de la viande grillée s'échappe parfois par les fenêtres, torturant les passants squelettiques qui traînent dans la rue. Cette coexistence du luxe et de l'horreur crée une atmosphère irréelle. Un résistant rescapé écrira dans ses mémoires en 1950 « Le plus troublant, ce n'était pas la violence, c'était la beauté. Être interrogé dans un salon de velours rouge, sous un lustre de cristal par un homme qui vous propose du thé tout en vous menaçant de déportation. C'était comme un cauchemar baroque dont on ne pouvait pas se réveiller. » En août 1944, tout s'accélère. Les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin. Paris s'agite. Les Allemands sentent que la fin approche. Au Lutetia, on brûle des documents jour et nuit. Les cheminées de marbre rose crachent des cendres qui retombent sur le boulevard Raspail. Les derniers officiers partent le 24 août 1944
la veille de la libération, emportant ce qu'ils peuvent dans des camions surchargés. Le 25 août, des résistants français prennent possession de l'hôtel. Ils trouvent des bureaux en désordre, des papiers déchirés, des bouteilles vides. Mais surtout, ils trouvent le silence. Un silence lourd, saturé de secrets, de trahisons, de souffrances accumulées. Les murs ont tout vu, tout entendu. Mais ils ne parlent pas. La question qui hante désormais les Parisiens est simple et terrible: que va devenir ce lieu maudit? Faut-il le détruire pour effacer la honte? Faut-il le transformer en mémorial? La réponse viendra quelques mois plus tard, et elle sera aussi déchirante qu'inattendue. Le Lutetia va devenir le théâtre d'une autre tragédie, celle du retour des absents. Paris est libéré le 25 août 1944. Les cloches sonnent, les drapeaux tricolores flottent, les foules embrassent les soldats alliés. Mais derrière la liesse, une question hante des centaines de milliers de familles françaises. Où sont les nôtres? Où sont les déportés politiques, les résistants arrêtés, les juifs raflés? Combien reviendront? Et quand les autorités provisoires de la République, dirigées par le général de Gaulle, comprennent qu'il faut organiser le rapatriement? On estime qu'environ 850 000 Français ont été déportés prisonniers de guerre requis pour le travail obligatoire ou internés dans les camps nazis. Certains sont déjà libérés par l'avancée des armées alliées à l'Est. D'autres attendent encore épuisés malades dans les ruines de l'Allemagne effondrée. En avril 1945, alors que la guerre n'est pas encore tout à fait terminée, Berlin ne capitulera que le 8 mai. Le ministère des prisonniers déportés et réfugiés décide de transformer plusieurs grands hôtels parisiens en centres de rapatriement. Il faut des lieux vastes équipés, capables d'accueillir des centaines de personnes simultanément. Le choix se porte notamment sur l'hôtel Lutetia. L'ironie est cruelle. L'hôtel qui a servi de quartier général à l'Abwehr, où des résistants ont été interrogés, où des listes de déportation ont été tapées à la machine, va devenir le lieu où les survivants des camps reviennent. C'est un retournement symbolique vertigineux. Le bourreau devient l'infirmier. Les travaux de transformation commencent dans l'urgence. Les bureaux administratifs allemands sont vidés. Les 233 chambres sont réaménagées en dortoirs d'urgence avec des lits de camp métalliques, des draps blancs d'hôpital, des bassines pour se laver. Le restaurant devient un réfectoire où l'on prépare des repas légers. Les médecins savent que les corps affamés ne supportent pas la nourriture riche. Les cuisines passent en mode hôpital, soupe, claire, purée, compote, lait. Le salon de thé, cet espace qui a vu tant d'interrogatoires, est transformé en bureau d'accueil où des employés de la Croix-Rouge enregistrent les arrivants, vérifient leur identité, les orientent vers les services médicaux ou sociaux. Le hall de 200 mètres carrés subit la transformation la plus spectaculaire. On y installe des panneaux d'affichage de 3 mètres de haut sur lesquels seront collées les listes de rapatriés dès leur arrivée. Chaque jour, des centaines de noms seront ajoutés. Et chaque jour, des milliers de familles viendront scruter ces listes, cherchant le nom qui n'apparaît jamais. Le 29 avril 1945, le premier convoi arrive. Ce sont 800 déportés rescapés des camps de Buchenwald, Dachau et Mauthausen, libérés par les troupes américaines quelques jours plus tôt. Ils descendent des camions militaires devant l'entrée du Lutetia. Le choc visuel est insoutenable. Ces hommes et ces femmes ne pèsent plus que 30 à 40 kilos. Leurs vêtements, souvent encore les uniformes rayés des camps, flottent sur leur corps squelettique. Leurs yeux sont enfoncés dans les orbites. Certains ont le crâne rasé, d'autres des plaies infectées, des membres amputés par les gelures. Ils portent encore sur l'avant-bras le numéro tatoué d'Auschwitz. Beaucoup ne peuvent plus marcher seuls et sont portés par des brancardiers. Sur le boulevard Raspail, la foule se presse. Des milliers de Parisiens sont venus tenant des photos de leurs disparus, criant des noms. Henri Dupont. Vous avez vu Henri? Les cris se mêlent aux sanglots. Certains reconnaissent un visage et se précipitent, s'effondrent en larmes.
D'autres restent là des heures durant, scrutant chaque nouveau convoi, refusant d'abandonner l'espoir. À l'intérieur du Lutetia, l'organisation est militaire. 50 médecins et 200 infirmières de la Croix-Rouge examinent chaque arrivant. On les pèse, on les ausculte, on note les pathologies, tuberculose, typhus, dysenterie, malnutrition extrême. Les cas les plus graves sont immédiatement transférés vers les hôpitaux parisiens. Les autres sont installés dans les chambres transformées en dortoirs. Les baignoires de cuivre qui ont servi aux officiers allemands quelques mois plus tôt accueillent maintenant des corps décharnés qu'on lave délicatement. Les infirmières pleurent en silence, en découvrant l'état des corps côtes saillantes, peau, couvertes d'ulcères, cicatrices, de coups. Une infirmière témoignera en 1946 « La première fois que j'ai vu un déporté nu dans la baignoire, j'ai vomi. Je ne pouvais pas croire qu'un être humain puisse être réduit à ça. » Dans les jours suivants, les convois s'enchaînent. En mai 1945, le Lutetia accueille entre 300 et 500 personnes par jour. Certains jours, le flux dépasse 600 arrivées. Les listes affichées dans le hall s'allongent. Mais pour chaque nom ajouté, c'est le silence autour de 10 autres noms qui ne viendront jamais. Le hall devient un lieu de déchirement quotidien. Des mères de 70 ans attendent là depuis 8 heures du matin, assises sur les bancs de marbre, tenant la photo de leur fils disparu. À midi, une nouvelle liste est affichée. Elles se lèvent péniblement, se pressent contre le panneau, cherchent le nom. Il n'y est pas. Elles se rassoient. Elles attendront jusqu'à 20 heures, jusqu'à la dernière liste de la journée. Puis elles rentreront chez elles. Et elles reviendront demain. Un témoignage bouleversant est celui de Madame Simone Weil, déportée à Auschwitz, à 16 ans revenue au Lutetia en mai 1945. Elle racontera dans ses mémoires une vie publiée en 2007. Quand je suis descendu du camion devant le Lutetia, j'ai vu ma mère dans la foule. Elle ne m'a pas reconnu. J'ai dû crier son nom 3 fois avant qu'elle ne se retourne. Quand elle m'a vu, elle est tombée à genoux. Entre avril et août 1945, on estime que plusieurs milliers de déportés transitent par le Lutetia. Les chiffres exacts varient selon les sources entre 8 000 et 12 000, car beaucoup repartent immédiatement vers leur région d'origine sans laisser de traces administratives. Mais ce qui est certain, c'est que pour chaque personne qui revient, 10 autres ne reviendront jamais. Le Lutetia devient le symbole de cette absence insupportable. Les familles qui attendent dans le hall ne cherchent pas seulement un nom sur une liste. Elles cherchent une réponse définitive, vivant ou mort. Certaines attendront des mois, des années, avant d'accepter que le nom ne viendra jamais. Le hall de marbre blanc conçu en 1910 pour impressionner les clients fortunés devient le théâtre de la douleur collective d'une nation brisée. Comment un palace construit pour célébrer le luxe peut-il contenir tant d'absences? Comment les mêmes murs qui ont résonné des rires des années folles peuvent-ils maintenant porter le silence des disparus? Et surtout, que fait-on d'un lieu qui a accumulé autant de mémoires, autant de souffrances, autant de fantômes? En août 1945, le dernier convoi de déportés quitte le Lutetia. Les panneaux d'affichage sont démontés. Les lits de camp sont retirés. Les médecins et les infirmières de la Croix-Rouge plient bagages. Le silence revient dans les 233 chambres. Mais ce n'est pas le silence d'avant. C'est un silence hanté, saturé de présence invisible. La question se pose, alors que faire de cet hôtel les propriétaires légaux, la famille Boucicaut, réclament leurs biens. Juridiquement, ils sont dans leurs droits. Le Lutetia a été réquisitionné par l'occupant allemand sans leur consentement, puis par l'État français pour le rapatriement. Ils n'ont touché aucun loyer depuis juin 1940. Ils veulent récupérer leur investissement.
En 1946, après des mois de négociations avec le ministère, l'hôtel leur est officiellement restitué. Mais comment effacer 5 années de tragédie? Comment transformer à nouveau un centre de rapatriement en palace de luxe? La réponse est brutale. On efface. On repeint les murs. On change les moquettes. On polit à nouveau les miroirs. On remplace les draps d'hôpital par du linge brodé. On réinstalle les lustres de cristal qui avaient été démontés pour éviter les bombardements. On reconvertit le réfectoire en restaurant gastronomique. On fait comme si rien ne s'était passé. En septembre 1946, le Lutetia rouvre ses portes au public. Les premiers clients sont des hommes d'affaires américains venus pour le plan Marshall, des diplomates, des artistes. Les tarifs sont adaptés à la nouvelle clientèle, 800 francs par nuit pour une chambre standard, soit l'équivalent de 2 semaines de salaire d'un ouvrier parisien. L'hôtel retrouve une certaine prospérité. Les cuisines recommencent à produire 400 repas par jour. Le salon de thé accueille à nouveau des dames élégantes. Le bar se remplit le soir de conversations en anglais et en français. Mais quelque chose a changé. Les Parisiens qui ont vécu l'occupation ne franchissent plus le seuil du Lutetia. Pour eux, l'hôtel reste marqué. On murmure que certaines chambres sont hantées. Des employés racontent avoir entendu des bruits de pas dans les couloirs vides, des portes qui claquent sans raison, des voix qui murmurent en allemand dans les escaliers de service. Une femme de chambre affirme avoir vu en 1948 une silhouette en uniforme rayé traverser le hall à 3 heures du matin. Elle démissionne le lendemain. Ces histoires sont-elles vraies ou sont-elles la projection du traumatisme collectif? Peu importe. Ce qui est certain, c'est que le Lutetia porte une charge mémorielle que le vernis du luxe ne peut pas totalement dissimuler. Les décennies passent. Les années 1950 et 1960 voient le Lutetia fonctionner comme un hôtel ordinaire sans éclat particulier. La concurrence est rude, le Ritz, le Meurice, le Plaza Athénée attirent la clientèle internationale. Le Lutetia, malgré sa beauté architecturale, reste dans l'ombre. Certains clients étrangers ignorent totalement son histoire. D'autres la connaissent et viennent précisément pour ça par curiosité morbide. En 1945, une plaque commémorative est enfin installée dans le hall. Elle est discrète, 40 cm sur 30 en bronze, fixée sur un mur latéral que la plupart des clients ne remarquent même pas. Le texte est sobre. De cet hôtel partirent en 1940-1944 des résistants français vers les camps de concentration. Ici revinrent, en 1945, les déportés rescapés des camps nazis. Aucun chiffre, aucun nom. Juste cette phrase neutre presque administrative. C'est un mémorial minimaliste pour une tragédie maximale. Pendant ce temps, l'hôtel vieillit. Les tuyauteries datent de 1910 et commencent à fuir. Les ascenseurs Otis tombent en panne régulièrement. Les moquettes sont usées, les peintures s'écaillent, les lustres perdent leur pendeloque. En 2000, un rapport d'expertise révèle que le bâtiment nécessite une rénovation complète estimée à 150 millions d'euros. Les propriétaires de l'époque hésitent, est-ce rentable? En 2010, l'hôtel est vendu à un groupe hôtelier de luxe qui décide de tout miser sur la rénovation. En 2014, le Lutetia ferme ses portes pour travaux. Tous les clients sont priés de partir. Les 184 chambres, le nombre a été réduit pour créer des suites plus grandes sont vidées. Les ouvriers entrent. La rénovation dure 4 ans de 2014 à 2018. Le coût final atteint 200 millions d'euros, dépassement compris. C'est une reconstruction totale, on refait la plomberie, l'électricité, le chauffage. On restaure les fresques, les boiseries, les ferronneries. On recrée à l'identique les mosaïques du hall. Mais on modernise aussi climatisation Wi-Fi, haut débit, télévision, écran plat, salle de bain avec douche à l'italienne. Le Lutetia
doit rivaliser avec les palaces du XXIe siècle. En juillet 2018, l'hôtel rouvre dans un luxe flamboyant. Les tarifs sont vertigineux, 800 € par nuit pour une chambre standard, jusqu'à 15 000 € pour la suite présidentielle de 120 mètres carrés au 7e étage. La clientèle est internationale, chics, du golf star de cinéma PDG, de multinationales. Le Lutetia est redevenu ce qu'il était en 1910, un symbole de richesse. Mais cette renaissance soulève une controverse éthique violente. Des associations d'anciens déportés, des historiens, des intellectuels s'insurgent. Comment peut-on transformer un lieu de mémoire en palace de luxe? Comment peut-on dormir tranquillement dans une chambre où des gens ont souffert? Le débat fait rage dans la presse. Certains parlent de profanation, d'autres de résilience. Le groupe hôtelier se défend en organisant des visites guidées gratuites une fois par mois en partenariat avec le mémorial de la Shoah. Des panneaux explicatifs sont installés dans les couloirs de service. Un petit musée de 15 mètres carrés est aménagé au sous-sol avec des photos d'époque, des témoignages, des objets. Mais ce musée est accessible uniquement sur rendez-vous et la plupart des clients de l'hôtel ignorent son existence. Aujourd'hui, en 2026, le Lutetia fonctionne comme un hôtel de grand luxe. Il accueille environ 50 000 clients par an et génère un chiffre d'affaires annuel estimé à 40 millions d'euros. Les cuisines emploient 20 chefs. Les chambres sont nettoyées par 35 femmes de ménage. Le bar sert 500 cocktails par semaine. La machine tourne implacable, indifférente. Parfois, un client curieux demande à voir la plaque commémorative. On le conduit dans le hall, on lui montre le bronze discret. Il lit, il hoche la tête, il prend une photo avec son téléphone. Puis il monte dans sa chambre, prend un bain dans la baignoire de marbre, commande un champagne millésimé au room service et s'endort dans des draps de lin égyptien à 800 fils. Le contraste est insoutenable. Dans les mêmes baignoires où l'on a lavé les corps squelettiques des déportés en 1945, on se prélasse aujourd'hui dans des huiles essentielles à 150 € le flacon. Dans le même hall où des mères ont attendu en vain le retour de leurs fils des influenceurs, posent pour Instagram devant les lustres de cristal. Cette coexistence du luxe et de la mémoire pose une question morale fondamentale. Un monument appartient-il à son propriétaire ou à la mémoire collective? Le Lutetia illustre le paradoxe du patrimoine. On veut préserver les lieux, mais on veut aussi qu'ils vivent, qu'ils génèrent de l'activité économique. On ne peut pas transformer tous les lieux de mémoire en musées. Mais peut-on accepter qu'ils redeviennent de simples produits de consommation? Il n'y a pas de réponse simple. Le Lutetia existe aujourd'hui dans cet entre-deux inconfortable, à la fois palace et mausolée, à la fois commerce et sanctuaire. Les touristes qui dorment au 4e étage ignorent souvent qu'en 1943, dans la chambre 412, où il séjourne un officier de l'Abwehr, rédigeait des rapports sur la résistance. Les couples qui prennent le petit déjeuner au restaurant ne savent pas qu'en mai 1945, à cette même place des déportés ont bu leur première soupe chaude après des mois de famine. Le silence des pierres est à la fois une bénédiction et une malédiction. Les murs ne parlent pas. Ils ne jugent pas. Ils continuent de briller indifférents comme ils ont brillé en 1910, en 1940, en 1945, et comme ils brillent aujourd'hui. Et peut-être est-ce là la véritable leçon du Lutetia. La pierre survit toujours à ceux qui la construisent et à ceux qui souffrent entre ses murs. Le marbre de Carrare n'a pas de mémoire. Seuls les humains en ont une. Et c'est à nous, les vivants, de décider si nous voulons nous souvenir ou si nous préférons oublier. Nous voici revenus sur le boulevard Raspail, devant le numéro 45. La façade art déco brille sous le soleil parisien. Les 70 mètres de pierre sculptée reflètent la même lumière qu'en 1910. Les lustres de cristal scintillent derrière les fenêtres. Rien n'a changé en apparence, tout a changé en profondeur. L'histoire de l'hôtel Lutetia
est celle d'un bâtiment qui a traversé toutes les strates de l'histoire française du XXe siècle. La belle époque insouciante, les années folles, enivrées, l'occupation mortifère, le rapatriement déchirant, et maintenant la mondialisation du luxe. À chaque époque, les mêmes murs ont servi des fonctions radicalement opposées. Palace, quartier général nazi, centre de rapatriement, palace à nouveau. Cette trajectoire nous enseigne une vérité brutale, l'architecture est neutre. Un bâtiment n'est ni bon ni mauvais. Ce sont les hommes qui y projettent leurs rêves ou leurs cauchemars. Le marbre de Carrare a accueilli avec la même indifférence les rires des mondains de 1525, les ordres des officiers allemands en 1942 et les larmes des familles en 1945. Il continuera de briller impassible longtemps après que nous aurons tous disparu. Mais cette neutralité de la pierre rend notre responsabilité encore plus lourde. Si les murs ne se souviennent pas, c'est à nous de nous souvenir pour eux. C'est à nous de raconter ce qui s'est passé entre ces murs, de refuser que l'histoire soit effacée par une couche de peinture fraîche et un nouveau tarif de chambre. Le Lutetia nous pose une question que nous préférerions éviter. Peut-on dormir tranquille dans un lit où quelqu'un a pleuré? Peut-on prendre un bain de luxe dans une baignoire où un corps décharné a été lavé? Peut-on siroter un champagne à 50 € dans un salon où des résistants ont été interrogés? Certains répondront oui, en arguant que la vie doit continuer, que les lieux doivent être réhabilités, que le patrimoine doit être économiquement viable. Ils diront que transformer tous les lieux de mémoire en musées figés serait une forme de mort, que Paris ne peut pas devenir une ville-musée paralysée par son passé. D'autres répondront non avec indignation. Ils diront que certains lieux sont sacrés, qu'on ne peut pas faire commerce de la souffrance, que le respect des morts exige qu'on préserve ces espaces comme des sanctuaires intouchables. La vérité se trouve probablement entre les deux. Le Lutetia ne peut pas être uniquement un palace, mais il ne peut pas non plus être uniquement un mémorial. Il doit être les deux à la fois dans une tension permanente et inconfortable. Cette tension est précisément ce qui le rend important. Elle nous force à penser, à nous interroger, à ne pas oublier. Ce qui est certain, c'est que la mémoire a un prix. Tant que le petit musée du sous-sol reste fermé à clé, tant que la plaque commémorative reste discrète, tant que l'histoire de l'hôtel n'est pas racontée systématiquement à chaque client qui franchit le seuil, quelque chose d'essentiel se perd. Le luxe efface la douleur. Le confort gomme le trauma. Et 50 ans après la mort du dernier déporté, le Lutetia risque de redevenir simplement un bel hôtel, avec une vague histoire intéressante, une anecdote que l'on raconte entre deux gorgées de champagne. Notre rôle à nous qui racontons ces histoires est de résister à cet effacement. C'est de dire aux touristes qui passent devant sans lever les yeux « Arrêtez-vous, regardez ces murs, ils ont des choses à vous dire ». C'est de rappeler que derrière chaque bloc de marbre poli, il y a 800 déportés qui sont descendus des camions le 29 avril 1945. Il y a 2000 interrogatoires menés entre 1940 et 1944. Il y a des milliers de familles qui ont attendu dans ce hall, scrutant des listes, cherchant un nom qui ne viendrait jamais. L'hôtel Lutetia n'est pas seulement un monument à la beauté architecturale. C'est un monument à la fragilité de la civilisation. Il nous rappelle qu'en l'espace de quelques années, un lieu dédié au plaisir peut devenir un instrument de répression, puis un théâtre de deuil collectif. Il nous rappelle que le luxe et l'horreur peuvent cohabiter dans les mêmes espaces, séparés seulement par quelques années et quelques couches de peinture. Alors la prochaine fois que vous verrez une photo du Lutetia sur Instagram, dans un magazine de voyage, dans une publicité pour le luxe parisien, regardez au-delà du lustre. Imaginez les visages que ces miroirs ont reflétés. Écoutez les silences que ces murs ont portés. Et demandez-vous, est-ce que je me souviens, ou est-ce que je préfère oublier si cette enquête vous a touché,
Si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées et transmises, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Dites-nous en commentaire quel lieu vous aimeriez que nous explorions ensemble, un château, un hôtel particulier, une demeure oubliée qui porte elle aussi les cicatrices de l'histoire. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à exhumer ces mémoires enfouies. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter, les pierres ne seront jamais totalement muettes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette descente au cœur du Lutetia. À très bientôt pour une nouvelle enquête dans les couloirs du passé.